Ok, donc déjà, je voulais vous remercier tous de votre fidélité. On a touché pas mal de formats et de sujets de webinaires durant cet été et cette année 2020. J'espère que vous avez passé un bel été et que vous avez passé un bon début de Labor Day. Donc, que vous soyez peut-être à Miami, à New York, San Francisco, Los Angeles ou pour certains encore en France. Je suis Romain Poirot, pour ceux qui ne me connaissent pas, directeur commercial associé de FrenchMoney.com. Petit rappel, on est le magazine pour les Français aux États-Unis. Je voulais vous dire quand même qu'aujourd'hui, vous êtes plus de 500, vous êtes inscrits sur ce webinaire Zoom et vous êtes aussi connectés sur Facebook Live. Donc, bonjour à tous et bonjour à ceux qui nous rejoignent maintenant. Toutes vos webcams et micros sont bien entendu coupés afin qu'on puisse écouter notre intervenant aujourd'hui. Ce webinaire va durer environ 75 minutes, incluant 15 à 20 minutes de questions-réponses à la fin. On va vouloir entendre votre voix et on a envie d'entendre vos problématiques aujourd'hui sur le 401K. On a l'honneur de recevoir Alexandre Quentin, qui est un habitué de nos webinaires, puisqu'il a déjà répondu à pas mal de questions de nos lecteurs. Je vous invite comme d'habitude à mettre la présentation en mode plein écran et de rejoindre tous nos webinaires depuis un ordinateur portable ou une tablette afin d'avoir une meilleure présentation parce que si vous nous rejoignez par téléphone, vous ne pourrez pas voir le partage d'écran. Je vous rassure tout de suite parce que j'ai déjà reçu pas mal d'emails de gens qui vont rater ce webinaire parce qu'ils avaient un conflit d'agenda. Le webinaire est intégralement disponible en replay sur notre compte Facebook ainsi que sur notre chaîne YouTube dès cet après-midi. Donc, il n'y a pas de souci. Et bien entendu, dans toutes les prochaines newsletters de French Morning aux États-Unis. Donc, si vous souhaitez revoir, il y aura aussi le deck de présentation. Bien entendu, le contact d'Alexandre si vous avez des questions plus personnelles à lui poser. Donc, pour poser des questions à la fin, il suffira de cliquer sur Raise Hand, lever la main. Ça devrait si vous êtes sur Zoom, ça devrait être au milieu de votre écran. Si vous êtes sur Facebook Live, vous pouvez nous rejoindre sur Zoom. Il devrait y avoir le lien dans la description. Et bien entendu, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire sur le Facebook Live dans les commentaires et je pourrai les lire pour tout le monde. Je vais laisser Alexandre présenter rapidement son cabinet, puis ensuite on va tout de suite passer à des questions qu'on a reçues, qui sont des questions d'ordre très général, qu'on a reçues par email et on a essayé de, bien entendu, les synthétiser pour que ça réponde au maximum de vos attentes aujourd'hui. Alex, je te laisse nous en dire un peu plus. Très bien, merci Romain. Toujours un plaisir d'être avec French Morning pour pouvoir répondre à un certain nombre de vos questions. Alors, j'ai déjà vu une question qui est apparue dans le Q&A. Est-ce que ça fonctionne pour les 403B? Exactement. Il y a une vraie similitude entre les 401K et les 403B. Donc, la réponse est oui, vous pouvez rester connecté. Donc, en quelques mots, je vais présenter notre cabinet. Donc, on est une équipe de 10 Français, un Américain. On est basé à Philadelphie, San Francisco et Miami. Et donc, on permet aux cadres, aux entrepreneurs français qui sont basés ici aux États-Unis de gérer leurs problématiques financières. Donc, ça prend bien évidemment en considération tous les aspects, que ce soit de succession, de retraite, de protection familiale, de placement, tous les aspects qui puissent avoir un impact sur notre futur financier. On est capable d'apporter une valeur ajoutée. Et cela qu'on reste pour le reste de notre vie ici aux États-Unis, qu'on rentre un jour en France ou ailleurs, on a cette capacité d'ajouter cet élément de flexibilité ou de portabilité si besoin. Également, nous avons lancé une entité qui s'appelle USA France Business Solutions et on permet aux entreprises de pouvoir optimiser leur couverture salariale, donc tout ce qui est plan de santé, invalidité, vie, dental, vision, mais également tout ce qui est plan de retraite, donc tout ce qui est 401K, Simple IRA, Defined Benefit Plan, Pension Plan, etc. Si vous êtes entrepreneur ou vous êtes cadre dans une entreprise et que vous souhaitez que nous revoyions vos plans de retraite, dont les 401K, n'hésitez pas, on peut faire une revue gratuitement de vos plans. Passons au sujet aujourd'hui. Donc, on ne va pas parler de l'aspect de l'employeur pour le 401K, on va parler du point de vue de l'employé. Donc, voilà le sommaire. Romain, est-ce que je vais peut-être présenter le sommaire? Donc là, c'est un petit peu les grands thèmes qu'on a repris. Que faut-il considérer avant d'investir au sein de votre 401K? Que faut-il savoir sur le 401K? Comment accéder à l'argent de votre 401K? Comment accéder à l'argent de votre 401K si vous êtes employé? Si vous avez quitté votre emploi, on a reçu plein de questions sur des gens qui sont en train de bouger un petit peu partout dans le monde. Donc, je pense que Alex va un petit peu vous en expliquer qu'est-ce que vous pouvez faire avec cet argent maintenant. Très bien.
Tu veux passer peut-être à la première question et on est Ouais, parti? ok. Donc la première question, c'était ai-je accès à un 401K à travers mon employeur? Sinon, devrais-je contribuer à un autre programme de retraite? Alors, très bonne question pour commencer. Donc, il faut savoir qu'avoir un 401K n'est pas obligé pour l'employeur. C'est un perks, c'est quelque chose que l'employeur va mettre en place pour le bénéfice de ses employés, pour les attirer, pour les reward, retain, attract, reward your employees. Donc, ce n'est pas obligatoire. Mais si j'ai un 401K, on va voir quelles sont les options. Et avant qu'on rentre dans le vif du sujet, faisons un point sur où nous sommes au niveau des instruments de retraite aux États-Unis et pourquoi les 401K existent. Donc, il faut savoir que jusque dans les années 70, la plupart des employeurs avaient ce qu'on appelle une pension, un defined benefit plan pour leurs employés. Quasiment la plupart des entreprises avaient cela pour le bénéfice de leurs employés. Donc, c'est-à-dire que généralement, l'employé faisait toute sa carrière au sein du même employeur et lorsque l'employé partait à la retraite, récupérait déjà un chèque de la sécurité sociale américaine, mais également un complémentaire de retraite qui était donné directement par l'employeur. Et bien, depuis les années 70 et la création du 401K qui, à l'époque, a été créé pour pouvoir avoir un instrument supplémentaire pour les hauts cadres, et ben maintenant, petit à petit, comme il est compliqué, difficile de pouvoir gérer le risque sur le marché financier sur des millions et des millions de dollars et que le risque est sur l'entreprise, et ben petit à petit, les entreprises ont passé le risque aux employés. Et maintenant, la plupart du temps, il n'y a plus que 14% des compagnies qui ont encore une pension, si vous êtes encore chanceux d'en avoir. Mais maintenant, la plupart des entreprises ont un 401K ou un Defined Contribution Plan où maintenant le risque est sur l'employé. Donc, cela peut IRA, Roth IRA, SEP IRA, Simple IRA et ainsi de suite. Donc, on va voir aujourd'hui le rôle du 401K et tout ce qu'il faut savoir dessus. Également, il y a ce qu'on appelle les annuities qui se permettent de pouvoir créer des revenus garantis pour le reste de notre vie ici aux États-Unis. Donc, ces trois instruments, les Defined Benefit Plan, Defined Contribution Plan et Annuities, sont le spectrum de nos possibilités ici aux États-Unis en termes d'instruments de retraite. Ok. La question d'après, c'était avant de penser à investir dans mon 401K, y aurait-il d'abord d'autres priorités à prendre en considération? Alors, absolument. Il y a deux aspects. Premièrement, c'est l'aspect risque. Il s'agit de pouvoir se protéger contre des risques. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien de mettre $1 de côté si on peut tout perdre du jour au lendemain. Donc, tout d'abord, il s'agit d'enlever les 12 risques majeurs qui existent aux États-Unis avant de pouvoir potentiellement commencer à mettre de l'argent de côté et économiser, investir et ainsi de suite. Je vous ai mis un petit peu le cariotype du français type qui arrive ici aux États-Unis. La plupart de nos clients, quand on commence notre relation, voilà à quoi ça ressemble. Il y a 4 points majeurs sur lesquels il s'agit de se protéger. Donc, premièrement, c'est en cas de procès. Deuxièmement, c'est en cas de santé, pépin de santé. Troisièmement, c'est en cas de décès. Et donc, il y a les documents testamentaires et l'assurance décès. Donc, les 3 premiers points que vous voyez, c'est l'assurance auto, assurance maison et l'umbrella policy. L'umbrella policy, c'est la responsabilité civile, qui est quasiment automatique en France. Il s'agit de la demander à votre assureur automéso en cas de procès contre vous. Il est important d'avoir une umbrella policy et de la demander à votre assureur automaison, State Farm, Allstate, Geico et ainsi de suite. Les 3 prochains points sont tout ce qui est lié à la santé, disability insurance, medical insurance, long-term care, les soins dépendance. Essayez d'être protégé au maximum. Généralement, quand on est au sein d'une entreprise, on a un plan qui nous protège généralement entre 50-60%, 50-60% de notre salaire de base. On peut se couvrir jusqu'à 60% si besoin. Et les 4 prochains points sont les documents testamentaires, le will, le living will, le power of attorney, le trust et également les guardianship. Avoir ces documents testamentaires en place, surtout si on a des enfants dans une situation internationale, est extrêmement important. Le buy-sell agreement, qui est dans ce cas non applicable, qui sont pour les entrepreneurs qui ont des associés. Une des causes numéro 1 aux États-Unis, c'est que le fait qu'il n'y ait pas de rachat de parts, de buy-sell agreement, et que ce n'est pas funded de manière optimale. Et dernièrement, c'est l'assurance décès, l'assurance vie américaine en cas de décès. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'il faut prendre en considération avant de penser déjà au 401K? C'est d'avoir éliminé un maximum des risques majeurs avant de penser au 401K. Et deuxièmement, c'est ce que j'appellerais le 101 de la planification financière. Il y a 6 points, tout d'abord, à prendre en considération avant de penser déjà au 401K. Premièrement, c'est de se protéger de manière optimale. On l'a vu. Deuxièmement, c'est d'avoir un matelas de sécurité de côté, avoir des liquidités, généralement entre 6 et 12 mois de dépenses de côté en cas de pépin. Troisièmement, c'est de mettre 15 à 20% de son salaire brut de côté, si possible. C'est un petit peu le rythme de croisière qu'on essaye d'avoir, 15 à 20% du salaire brut
fixe plus bonus qu'on mettrait de côté. Après, on se pose la question, est-ce qu'on le met à la banque, en investissement, en 401k, en assurance vie, ainsi de suite. On va se diversifier dans le deuxième temps. Mais le fuel de notre réussite patrimoniale, c'est notre capacité d'épargne. Quatrièmement, c'est de faire un budget à la fois actuel et prévisionnel. Cinquièmement, c'est de tacler proactivement les mauvaises dettes. Il y a deux types de dettes, les bonnes dettes et les mauvaises dettes. Les bonnes dettes, c'est tout simplement la capacité de pouvoir, ce qu'on appelle se leverager. Si on veut acheter son propre bien immobilier, par exemple, on va faire un prêt immobilier. On va essayer de prendre le montant potentiellement maximum, et surtout quand les taux d'intérêt sont bas, comme ils le sont historiquement. Et c'est ce qu'on appellerait de la bonne dette. Mais de la mauvaise dette, telle que des cartes de crédit ou potentiellement des prêts étudiants à taux très élevés, on va essayer de tacler ça, de manager ça de manière proactive. Et Alex, oui, je t'interromps 2 secondes. Est-ce que tu peux juste rapprocher ton micro de toi? Parce que je t'entends un petit peu moins fort. Juste rapprocher ton micro, c'est tout. Ouais. Ou parler un tout petit peu plus fort. Et après, voilà. Est-ce que vous m'entendez là? Ouais, on t'entend bien. C'est juste, il y a eu un changement de son. Voilà, parfait. Très bien, pas de souci. Dernier point, donc après avoir taclé les problématiques de dette, c'est d'investir et se diversifier. Maintenant, il faut juste savoir qu'il y a 2 manières d'investir, de créer de la valeur patrimoniale, et que 2 manières. Premièrement, c'est ownership. Vous détenez votre propre compagnie, vous détenez des parts d'une compagnie, soit sur le marché privé, soit sur le marché public. Une des manières de pouvoir accéder à des actions sur le marché public, c'est le 401k par exemple. Et deuxièmement, c'est le real estate, c'est l'immobilier. Et que 2 manières de créer de la valeur patrimoniale, ownership and real estate. Le reste, généralement des instruments de notre planification financière, s'inscrit dans celle-ci et généralement sont des instruments indispensables à une stratégie patrimoniale optimale. Mais la partie growth, c'est la partie ownership and real estate. On va parler aujourd'hui du 401k et comment on va pouvoir investir et se diversifier au travers du 401k. Ok, parfait. Ensuite, est-ce que tu peux nous faire un petit point sur qu'est-ce que le 401k versus le Roth 401k et les contributions qu'on dit after tax? Ok, très bien. Que faut-il savoir sur le 401k? Donc, c'est maintenant, on passe sur la partie numéro 2. Donc, qu'est-ce qu'un 401k? Tout simplement, c'est un compte de retraite qui est proposé par l'employeur. Les employés peuvent y déposer de l'argent de manière volontaire dans son 401k. C'est pris directement sur leur paycheck. L'employeur peut, s'il le souhaite, mettre un match, c'est-à-dire contribuer également dans le compte pour le bénéfice de l'employé. Et il y a un certain nombre d'avantages fiscaux liés à positionner de l'argent dans un 401k. Donc, je vais faire un point sur l'imposition. Donc, c'est de l'argent qu'on appelle pre-tax. C'est-à-dire que quand vous déposez $1 dans votre 401k, celui-ci ne va pas compter dans votre imposition de base pour le calcul de l'imposition sur le revenu. Il faut savoir que même si vous déposez $1 dans le 401k, vous êtes quand même soumis à FICA, donc tout ce qui est Social Security Tax, mais vous ne serez pas imposé sur le revenu quand vous déposez $1 dans votre 401k. Un exemple concret, vous gagnez $100 000, vous déposez 3% de votre salaire, $3 000 à l'année, vous serez imposé sur cette année que sur $97 000. Ces taxes déférées, c'est-à-dire que tant que vous ne sortez pas l'argent de votre 401k, vous ne payez pas d'impôts. Et le jour où vous sortirez l'argent du 401k, ce sera taxable, ce sera taxable sur le revenu. Chaque dollar qui sortira sera considéré comme $1 que vous avez gagné en tant que revenu. Il faut savoir que si vous prenez votre argent avant 59 ans et demi, vous allez payer une pénalité supérieure de 10%. Et si vous prenez l'argent au-delà de 59 ans et demi, il n'y a plus de pénalité. Mais dans les 2 cas, vous allez payer de l'impôt sur le revenu. On va voir qu'il y a un certain nombre d'exemptions un peu plus tard. Donc voilà pour le 401k. On va passer au Roth 401k. Tout simplement, c'est quasiment la même chose que le 401k, mais ce qui va changer, c'est l'imposition. Donc tout simplement, c'est un petit peu le contraire. C'est que quand vous déposez $1 dans le Roth 401k, c'est de l'argent qu'on appelle after tax, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir de déduction fiscale aujourd'hui. Par exemple, vous gagnez $100 000, vous déposez 3% de votre salaire dans le Roth 401k. Ça veut dire que vous avez maintenant déposé $3 000, mais vous paierez vos impôts toujours sur $100 000. Vous n'aurez pas de déduction fiscale cette année. Alors, quel est l'avantage? C'est que tant que l'argent reste dans le Roth 401k, tous les petits qui vont pouvoir être générés, les intérêts et ainsi de suite, sont tax deferred. Vous allez déférer l'impact fiscal. Et enfin, à la retraite, vous allez pouvoir sortir l'ensemble de ce que vous avez mis dedans, plus les intérêts, tax-free. Vous n'avez payé aucun impôt sur ce que vous allez sortir. Évidemment, si vous sortez l'argent avant 59 ans et demi,
la partie des intérêts générés, si vous les sortez, auront 10% de pénalité. Si vous sortez l'argent après 59,5 € pour l'ensemble du compte, tout est taxé. Une petite analyse de la différence entre le 401K traditionnel et le Roth 401K. Au niveau de la contribution de l'employeur peut, s'il le souhaite, avoir un match à la fois sur le 401K et le Roth 401K. Si je positionne de l'argent dans mon 401K et que j'ai mon match, c'est directement, ça s'ajoute à mon Traditional 401K. Si je mets de l'argent dans mon Roth 401K, eh ben, le match sera fait dans un compte séparé qui sera dans un compte qui sera un Traditional 401K. Donc, vous allez par exemple mettre 3 000 $ dans votre Roth et votre employeur va mettre 3 000 $ dans votre traditionnel. La raison pour laquelle il ne va pas les mettre dans le Roth, c'est parce que vos contributions seraient ainsi taxables. Donc, pour éviter cela, ils mettent l'argent dans un compte pre-tax qui crée tout simplement, day one, une diversification fiscale également. Au niveau de l'imposition, on l'a vu ensemble. Donc voilà. Les impacts positifs, donc tout simplement, il y a une question à se poser. Est-ce que je positionne l'argent dans le 401K ou dans le Roth 401K? Évidemment, si vos revenus sont très élevés cette année, il serait peut-être intéressant de prendre une déduction. Peut-être le 401K sera peut-être plus approprié. Et à l'inverse, si vous n'avez pas beaucoup de revenus et que vous pensez potentiellement payer moins d'impôts à la retraite, vaut mieux mettre de l'argent dans son Roth 401K. Il y a des conditions d'âge, comme on l'a vu, 59 ans et demi pour éviter ces pénalités. Et à un moment donné, l'IRS, le fisc américain, va vous demander de sortir de l'argent. Il y a eu une update, il y a eu une nouvelle loi qui est passée et maintenant, vous êtes obligé de sortir l'argent à partir de 72 ans. L'année dernière, c'était encore jusqu'à 70 ans et demi. Donc maintenant, c'est passé à l'âge de 62 ans. Et dernièrement, je voulais juste mettre un cas qui est assez rare. Je pense que sur les 500 clients que nous avons, peut-être 1% de notre clientèle utilise cela. Mais au-delà de votre contribution potentiellement au 401K ou Roth 401K, vous pouvez mettre de l'argent après impôt. C'est-à-dire que comment ça va se matérialiser? Vous mettez de l'argent qui est après impôt. Vous laissez l'argent dedans, ça va créer des petits. Ces petits sont déférés d'un point de vue fiscal. Mais lorsque vous allez sortir l'argent, ces petits, ces intérêts, eux, seront complètement taxables. Un des avantages, donc ça peut être intéressant pour les gens qui ont besoin peut-être d'un matelas de sécurité supplémentaire, des revenus élevés, et ils ont déjà maximisé tout ce qu'ils avaient mis dans leur 401K, donc pourquoi pas mettre plus, et potentiellement avoir des revenus volatiles. Si on gagne beaucoup d'argent une année moins, maximiser l'année où on gagne plus, et puis l'année où on gagne moins, au moins on aura optimisé notre contribution retraite. Mais encore une fois, très rare, mais je voulais le positionner ici. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, la partie après-taxe que vous avez positionnée peut être un rollover pour être transféré dans un Roth IRA plus tard et continuer à avoir les intérêts, eux, qui seront taxés également à la retraite. Donc, je le pose ici, mais plutôt rare. OK. J'en profite rapidement pour répondre à des questions que j'ai reçues dans le Q&A. Bonjour, je suis arrivé en retard, y aura-t-il un replay? Oui, bien sûr, il y aura le replay, comme je l'ai annoncé, donc à la fois sur le Facebook dès la fin de ce webinaire de French Morning, et puis bien entendu sur notre compte YouTube plus tard, et le replay dans la newsletter dans les prochains jours. De rien. Elle m'a envoyé merci. Donc, une fois à la retraite, comment touche-t-on concrètement l'argent du 401K? Un chèque mensuel, un virement mensuel vers un compte US, un virement mensuel vers un compte en France si on est en France? C'est une question d'Olivier. Si on est en France, généralement, vous allez, l'idée c'est d'avoir toujours un compte ouvert aux États-Unis. Vous allez pouvoir sortir l'argent du 401K, le mettre sur votre compte aux États-Unis et le transférer après vers la France. Vous pouvez soit transférer de banque à banque ou passer par un intermédiaire. Des exemples, par exemple TransferWise ou OFX, sont des intermédiaires qui vont vous permettre de transférer de l'argent à bas coût vers la France. Donc, garder un compte bancaire ouvert généralement aux États-Unis a du sens pour pouvoir sortir l'argent du 401K, le mettre dessus et le transférer vers la France. Ok. On va revenir aux questions qu'on avait préparées suite aux nombreux emails qu'on a reçus depuis qu'on a annoncé ce webinaire. Est-ce que, Alex, tu veux quand même nous refaire un petit topo sur les limites de contribution, notamment sur l'année 2020? Oui, très bien. Parfait. Alors, juste avant que je passe à cela, une question que j'aurais voulu aborder, c'est justement
une question justement à propos du 401K, du Roth 401K et de la pré-taxe. Oui, En tant qu'individu, où est-ce qu'il serait peut-être plus intéressant de positionner son argent? Et donc, oui, la réponse à cela, ça va dépendre en fait. Ça va dépendre des autres actifs qu'on aurait déjà mis en place. Par exemple, si on a un IRA avec beaucoup d'argent déjà dessus et que maintenant on a accès à un 401K et que si on continue à contribuer en 401K, eh ben on va continuer à alimenter un certain nombre d'actifs qui, eux, sont en pre-tax, il serait peut-être intéressant de diversifier et se mettre dans un Roth à ce point-là. Donc, premièrement, c'est le premier point, c'est comment je vais choisir, c'est déjà avec mes autres actifs. Et deuxièmement, ça va dépendre de la rémunération. Hein, si vous avez une rémunération forte à l'heure actuelle, il serait peut-être intéressant de déduire un petit peu votre imposition grâce à vos contributions dans votre 401K. Mais il y a deux choses à prendre en considération. C'est qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, on est dans un bas historique au niveau de l'imposition. Hein. On est à 37% au taux marginal supérieur. On était à 39,7%, 39,6% il y a 2 ans. On était à 70% dans les années 70. On était à 93% dans les années 30-40. Donc, même comme on est dans un bas historique, il y a moins d'incentive à mettre de l'argent en pre-tax parce que potentiellement, si on revient à une moyenne ou une médiane historique et que les tax brackets augmentent d'un point de vue marginal, eh ben, on peut se retrouver dans un tax bracket qui est plus élevé à l'avenir. Donc ça, c'est le premier aspect à prendre en considération. Et deuxièmement, c'est un petit peu l'histoire du fermier. Et imaginez que vous êtes fermier et vous produisez du maïs et qu'il y a un inspecteur de l'IRS, du fisc américain, qui toque à votre porte et qui vous pose une question et qui vous dit: vous avez une seule fois l'opportunité de payer vos impôts. Vous pouvez payer vos impôts soit sur les graines que vous venez d'acheter ou sur les récoltes de votre semence. Et à vous de répondre à cette question. Et donc, très probablement, après réflexion, le fermier va peut-être se dire: je vais payer mes impôts sur les graines, puisque j'ai acheté mes graines peut-être 1 000 $ et je paye mes impôts à ce moment-là, au lieu de payer mes impôts sur 100 000 $ potentiellement de mes récoltes. Et donc, c'est un petit peu la question à se poser. Est-ce que je vais positionner mon argent avant impôt et ainsi payer mes impôts sur les graines et puis après avoir en tant que partenaire le fisc américain toute ma vie pour que lui puisse récupérer un pourcentage de ce que j'ai pu gagner? Donc, une question à se poser. Donc, déjà, où est-ce qu'on est d'un point de vue historique au niveau de l'imposition? Et deuxièmement, quand est-ce que je souhaite payer mes impôts? Maintenant, quand je n'ai pas beaucoup d'argent qui va être taxé, ou peut-être beaucoup plus tard, beaucoup plus tard. Donc voilà, prendre cela à considération. Et donc, le mot d'ordre, c'est d'avoir une diversification fiscale au niveau des comptes, d'avoir des comptes qui sont taxables tous les ans, des comptes d'investissement classiques, des 401K et potentiellement des Roth 401K ou d'autres instruments de gestion patrimoniale qui ne seraient plus taxés. J'en viens aux limites de contribution pour 2020. Donc, en tant qu'employé, si on a moins de 50 ans, on peut contribuer jusqu'à 19 500 $. Au-delà de 50 ans, on peut rajouter 6 500 $ de contribution supplémentaire jusqu'à 26 000 $. Il faut savoir que la contribution totale maximale envers un 401K est de 57 000 $ avant 50 ans, 63 500 si on a plus de 50 ans. Ça prend en considération à la fois la contribution maximale de l'employé, plus le match potentiel de l'employeur, et également nos contributions après cela, nos contributions après impôt, jusqu'à, par exemple, 63 500 $ si on a plus de 50 ans. Ce qui est également intéressant à prendre en considération, c'est le cas des particuliers et des indépendants qui, eux, comme ils sont à la fois employés et employeurs, peuvent bénéficier d'une contribution totale de 63 500 $, 19 500 $ au titre de l'employé et le reste au titre de l'employeur. Et si on rajoute à cela, par exemple, si vous souhaitez déduire beaucoup d'argent cette année en tant qu'indépendant ou entrepreneur, on pourrait y rajouter, par exemple, ce qu'on appelle les Defined Benefit Plans, c'est-à-dire se créer une propre pension. Et à ce titre-là, les exemptions en 2020 sont de 230 000 $. Donc, ça veut dire que vous pouvez déduire jusqu'à 230 000 $ si vous mettez un pension plan en place pour vous en tant qu'individu au sein de votre entreprise. Il y a un certain nombre de limitations. Je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais ça voudrait dire que vous pourrez prendre jusqu'à 230 000 plus 63 500 $ au lieu de 50 ans, donc près de 300 000 $ de déduction cette année si vous êtes indépendant ou entrepreneur et que vous bénéficiez de toutes les solutions à votre disposition pour réduire l'impact fiscal cette année. Ok, parfait. Je vois qu'on a reçu déjà pas mal de questions dans le Q&A. On va essayer de donner priorité aux questions qu'on a reçues en avance. Pour avancer, que la présentation soit fluide, et puis on reviendra vers vos questions dans quelques minutes. Bon, alors, est-ce qu'il y a toujours un match de l'employeur? Peut-il attacher des restrictions? Tu veux revenir là-dessus? Absolument. Donc, il n'y a pas toujours un match de l'employeur. Généralement, on en voit un parce que déjà, ça permet d'attirer les employés et également, ça évite un certain nombre de restrictions
pour l'employeur. Si l'employeur n'a pas de match, il y a des restrictions supplémentaires. Donc, on voit ce qu'on appelle les Safe Harbor 401k qui permet à l'employeur d'avoir un match pour le bénéfice des employés. Mais ce n'est pas obligatoire. Et deuxièmement, l'employeur peut y mettre des restrictions, ce qu'on appelle de vesting schedule ou être vested. Et qu'est-ce que ça signifie? C'est tout simplement que si vous avez un vesting schedule, par exemple, de 4 ans, sur, par exemple, un ownership de 25% par an, donc ça veut dire que si, par exemple, je mets 3% de mon salaire et que je gagne 100 000 $ et que j'ai 3 000 $ qui est mis dans mon 401k et que j'ai un match à 100% de 3%, donc 3 000 $ et qu'il y a un vesting schedule de 4 ans, eh ben, je n'ai que un quart de ces 3 000 $ qui sont les miens en cas de départ de l'entreprise au bout d'un an. Au bout de 2 ans, j'ai la moitié. Au bout de 3 ans, les 3/4. Et au bout de 4 ans, j'ai la totalité. Donc, il aurait fallu que je reste 4 ans dans la compagnie pour récupérer les 100% du match s'il y a un vesting schedule. L'objectif de l'employeur, c'est de pouvoir fidéliser, garder ses employés et donc avoir une incentive de ne pas voir ses employés partir. Et s'ils partent, l'argent revient, la partie qui est non vested revient dans les caisses de l'employeur. Ok, merci, parfait. On a une autre question d'un lecteur qui nous demandait que s'il était aux États-Unis sur un visa temporaire, est-ce que ça vaut vraiment la peine de contribuer à son 401k? Alors, généralement, la réponse est oui. Si vous avez, encore une fois, les 101 de la planification financière, c'est tout est en place et que vous avez la capacité de mettre de l'argent de côté, le 401k, s'il y a un match et si le vesting schedule n'est pas trop contraignant, ça peut avoir du sens de contribuer dans son 401k, même si on repart l'année prochaine en France, par exemple. Pourquoi? Je vais prendre un exemple très simple. Vous mettez, par exemple, vous gagnez 100 000 $. Vous mettez 3 000 $ dans votre 401k. Il y a un match à 100% jusqu'à 3%. C'est-à-dire que vous mettez 3%, l'employeur met également 3%. Donc pour un total de 3 000 $ de contribution ici et 3 000 $ de contribution de l'employeur. Si maintenant vous partez des États-Unis et que vous souhaitez ne pas garder de compte aux États-Unis et que vous souhaitez complètement casser votre 401k, c'est votre droit. Ça veut dire que maintenant, vous allez prendre ces 6 000 $. Sur ces 6 000 $, vous allez payer de l'impôt sur le revenu, évidemment, sur ces 6 000 $ qui sont considérés comme du revenu. Et vous aurez, si vous avez moins de 59 ans et demi, 10% de pénalité. C'est-à-dire que sur le total que je reprendrai de ces 6 000 $, j'aurai 600 $ de pénalité plus les revenus, l'impôt sur le revenu. OK, donc je vais récupérer un total de 5 400 $ alors que je n'ai contribué que 3 000 $. Donc, est-ce que ça vaut le coup d'avoir contribué au 401k même s'il y a des pénalités? La réponse est oui. Donc, n'hésitez pas généralement de mettre jusqu'au match de votre employeur, même si vous n'avez pas de visibilité à long terme où vous serez aux États-Unis. Super. On a une autre question. Y a-t-il un âge où je suis contraint de sortir l'argent de mon 401k sous peine de pénalité? Alors très bien, ça c'est la problématique de ce qu'on appelle le RMD, la distribution minimale requise, donc Required Minimum Distribution. Et à un moment donné dans votre vie, vous êtes obligé, vous êtes contraint à sortir l'argent de votre 401k sous peine de pénalité. Ils viennent de repousser l'âge à 72 ans. Si votre 70e anniversaire était au 1er juillet 2019 au plus tard, ce sera à partir de 72 ans. Si c'était avant, il fallait sortir l'argent avant 70 ans et demi. Et si vous ne sortez pas le montant requis chaque année, la partie qui n'a pas été distribuée sera imposée. Il y aura une taxe supplémentaire de 50% du montant qui n'est pas sorti. Donc, c'est important de suivre ce montant minimum requis pour éviter un certain nombre de pénalités. Comment est-ce que l'on trouve le montant à sortir? Et bien, tout simplement, vous prenez le montant que vous avez au 31 décembre de l'année dernière et vous le divisez par un chiffre qui est sur le site de l'IRS qu'on appelle le Uniform Lifetime Table et ça vous donne le chiffre que vous devez sortir pour l'année suivante. Ok, super. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des changements de loi récentes? Si oui, comment je suis impacté? Alors, tout à fait. Il y a eu deux nouvelles lois qui sont passées. Une qui a été passée fin 2019, début 2020, juste avant le Covid, et une justement à cause du Covid. Donc, on va faire le point. Il y a tout d'abord ce qu'on appelle le Secure Act. Donc, ça a été passé fin 2019. Et l'idée, c'était de permettre aux personnes, aux communautés, de pouvoir
contribuer peut-être davantage à leur plan de retraite, puisque c'est une vraie problématique aux États-Unis, hein, la retraite. Il faut déjà savoir que 60% de la population américaine a moins de 25 000 $ de côté, mais pour les personnes qui sont capables de mettre de l'argent de côté, et ben de pouvoir contribuer un peu plus vers leur programme de retraite, et ben ils ont mis en place un certain nombre d'incentives. Donc, on va faire un point ensemble. Donc, déjà, ils ont augmenté les distributions minimales à 62 ans, on l'a vu ensemble. Maintenant, on peut continuer également à contribuer après 70 ans et demi à un IRA, hein, c'est Individual Retirement Account, qui est similaire à un 401k, mais c'est d'un point de vue individuel. Il y a des retraits qui sont sans pénalité si on a des frais d'adoption ou en cas de naissance d'un enfant. Encore une fois, il n'y a pas de pénalité, mais évidemment, chaque dollar qui sortira sera taxable sur le revenu. Et un des gros changements assez intéressants, c'est pour les comptes de retraite qui sont hérités par des non-conjoints. Donc, par exemple, si je suis maintenant veuf et que malheureusement je décède et que mes enfants maintenant sont les héritiers de mon 401k, maintenant, eux, ils auront l'obligation de sortir l'argent en 10 ans. Alors qu'avant, il existait ce qu'on appelle le stretch IRA rule, où on pouvait potentiellement étaler ce que l'on pourrait sortir de l'IRA ou du 401k pendant une très longue période de temps, sur l'espérance de vie, jusqu'à 50 ans et demi. Mais maintenant, on a 10 ans pour sortir l'argent. Ce qui fait que si on laisse beaucoup d'argent au sein de notre IRA ou 401k ou autre à des héritiers non conjoints, eh ben, ça pose un risque énorme pour les héritiers d'être poussés dans des tax brackets très élevés parce que chaque dollar qui sortira de ces plans qualifiés sera considéré comme du revenu. Et très probablement, on n'aura pas bénéficié de tous les avantages fiscaux justement d'avoir déféré l'impact fiscal si maintenant nos héritiers se retrouvent poussés dans un tax bracket très élevé. Et deuxièmement, c'est le CARES Act qui a été passé en mars 2020 pour faire face au coronavirus. Donc, les RMDs, donc les obligations de sortir l'argent en 2020, a été supprimée. Donc, ça repartira en 2021. Vous n'êtes pas obligé cette année de sortir l'argent. Ça peut avoir du sens quand même d'en sortir un, de pouvoir faire potentiellement un rollover de votre 401k vers un Roth IRA, etc. Peut-être pourquoi? Parce que si vous n'avez pas beaucoup de revenus cette année et que vous vous positionnez jusque dans un taux marginal très faible, ça peut avoir du sens quand même de sortir l'argent, mais vous n'êtes pas obligé pour cette année. Maintenant, vous pouvez faire un prêt sur votre 401k jusqu'à 100 000 $ ou 100% de votre 401k. Donc le plus bas des deux. Si vous avez 50 000 $, vous pouvez sortir jusqu'à 50 000 $. Si vous avez 150 000 $, vous pouvez faire un prêt jusqu'à 100 000 $. Avant, on pouvait faire un prêt jusqu'à 50 000 $ et jusqu'à 50% de la valeur du 401k. Donc ça a été augmenté jusqu'à 100 000 $ ou 100% de la valeur de votre bien. Et dernièrement, c'est un retrait. Vous pouvez faire un retrait anticipé de votre 401k jusqu'à 100 000 $ sans pénalité si vous avez été diagnostiqué du Covid, si votre conjoint, une personne attachée à votre foyer, a été atteinte du Covid et donc il faut que vous vous en occupiez. Et troisièmement, si vous avez eu des difficultés financières en raison d'une mise en quarantaine, d'un licenciement, d'un congé ou d'une réduction de vos heures de travail. Donc, si vous avez été impacté négativement à cause du Covid, vous pouvez potentiellement sortir une partie de votre 401k sans les 10% de pénalité, mais, encore une fois, vous paierez des impôts sur le revenu de l'argent que vous sortez. Ok, c'est très précis tout ça, merci. Je crois qu'il y a pas mal de questions qu'on a reçues dans le Q&A. On les reprendra toutes une par une à la fin, mais je pense que tu réponds à pas mal de questions qu'on est en train de recevoir en direct. Est-ce que tu veux revenir sur qu'est-ce qui se passe en cas de décès si demain je décède, qu'est-ce qui se passe avec mon 401k et comment je nomme mes bénéficiaires et quelles sont les options par la suite. Alors exactement, il faut savoir que tout à fait, donc un 401k ou un IRA, un Individual Retirement Account, peut passer directement à des bénéficiaires. Donc, je vous presse de revoir cela, que pour votre 401k, il est important de pouvoir nommer des bénéficiaires. Si vous ne le faites pas, tout simplement, la valeur de votre 401k passera par ce qu'on appelle probate, par la cour. Il y a un certain nombre de frais liés à cela, ça prend du temps et ainsi de suite, alors que si vous nommez un bénéficiaire, l'argent part directement au nom des bénéficiaires et on évite ce qu'on appelle probate. Donc, voilà. Mais assurez-vous que vos bénéficiaires soient à jour au niveau de votre 401k. Ok, parfait. Ensuite, maintenant que je contribue, comment puis-je investir cet argent et surtout comment je peux me diversifier, faire d'autres choses?
Absolument. Et là, on commence à rentrer dans le vif du sujet. Donc maintenant qu'on a vu un petit peu un certain nombre de règles liées au 401K, on va continuer à en voir d'autres. Mais maintenant qu'on a positionné de l'argent, par exemple, on a choisi, j'ai un employeur qui permet d'avoir 3% de match. Je positionne 3% de mon salaire dedans, je suis matché. Maintenant, mon argent est dans le 401K. Maintenant, que faire de cet argent dans le 401K? Et bien, généralement, vous avez 4 options à votre disposition. Donc, premièrement, vous pouvez voir quand vous vous connectez à la plateforme de votre 401K. Par exemple, dans notre entreprise, on a fait appel à Fidelity Investment qui gère en fait notre 401K. Et donc, on a un certain nombre de fonds mutuels à notre disposition qui se retrouvent généralement dans les classes d'actifs que vous voyez listées ici. Vous avez ce qu'on appelle les domestic equities, c'est-à-dire des actions qui sont positionnées ici aux États-Unis, qui ont certaines caractéristiques, qui sont large, c'est-à-dire ce sont des grandes entreprises, mid, ce sont des entreprises moyennes, et small, ce sont des petites entreprises. Et il y a généralement 3 catégories qu'on appelle growth, core ou value. Growth, ce sont tout simplement les entreprises qui ont un potentiel de développement exponentiel, alors que les value, ce sont les entreprises qui sont déjà implantées, qui ont généralement potentiellement des dividendes, des utilities, des energies, etc. Et core, c'est généralement un mix des deux. C'est entre les deux, entre le growth et le value. Donc, vous pouvez diversifier vous-même. J'ai mis DIY, donc do it yourself. Vous faites votre diversification, votre allocation d'actifs. Vous avez des fonds généralement à l'international également. Et ce qu'on appelle les fixed income. La partie fixed income, c'est généralement la partie risk management du portefeuille. Généralement, si on positionne une partie de fixed income ou ce qu'on appelle des bonds ou des obligations en français au sein du portefeuille, ça permet de réduire la volatilité. C'est ce qu'on appelle la théorie moderne du portefeuille, où généralement, quand on va diversifier les classes d'actifs, on essaye de pouvoir réduire la corrélation entre les classes d'actifs et ainsi, si elle se rapproche de zéro et qu'on continue à générer du rendement, eh ben, on va être très proche de ce qu'on appelle du risk-free rate of return, ce qu'on appelle de l'alpha. Et donc, l'idée, c'est de se diversifier. Donc, comme vous voyez ici, l'idée, c'est d'avoir une allocation d'actifs, se diversifier et ainsi de pouvoir générer du rendement à long terme et de réduire le risque. Généralement, pour pouvoir savoir quelle allocation d'actifs mettre en place, vous pouvez soit le faire vous-même et ainsi, vous pouvez, par exemple, taper en ligne Risk Tolerance Questionnaire, c'est lié à votre tolérance au risque. Et donc, vous avez un choix, par exemple, de 10 questions. Sur ces 10 questions, ça vous donne une note, par exemple, sur 10 ou sur 100. Donc, par exemple, sur 10, si vous êtes, par exemple, soit 6 sur 10, donc, par exemple, vous êtes un 6 sur 10 au niveau de votre tolérance envers le risque, c'est-à-dire que vous êtes plutôt modéré conservateur, et bien, très probablement, ce 6 va vous donner, grosso modo, l'idée de mettre environ 60% en equity et 40% en bonds, en fixed income. Et voilà à peu près la diversification d'un point de vue de la tolérance. Okay. Également, on va falloir prendre en considération la capacité, je vais y revenir. Donc là, si vous voulez le faire vous-même, vous pouvez le faire vous-même. Vous choisissez les pourcentages que vous allez mettre dans les différentes classes d'actifs. Deuxièmement, vous pouvez tout simplement choisir ce qu'on appelle un target date funds. Vous avez, par exemple, si vous pensez prendre votre retraite, par exemple, en 2050, eh ben, vous mettez l'argent, 100% de votre contribution, dans le target 2050, par exemple. Et là, vous n'avez rien à faire. Et ce portefeuille, lui, va automatiquement se rebalancer et devenir de plus en plus conservateur. Le plus, année après année, on va se rapprocher de ce target date qui serait par exemple de 2050. Donc, si vous n'y connaissez rien, vous ne souhaitez pas faire quoi que ce soit et que vous souhaitez vous simplifier la tâche, vous avez l'option de prendre un target fund. Généralement, ils ne sont pas cheap. Hein, il y a des frais quand même assez intéressants, mais au moins, c'est fait pour vous. Troisièmement, généralement, on va vous proposer, il y a un money manager au sein du 401K qui va vous proposer de vous assister, soit pour un fee ou pas, mais qui va s'asseoir avec vous et vous dire, ben voilà, qu'est-ce que je peux faire au sein de mon 401K. Donc, vous pouvez faire appel à un money manager. Et dernièrement, certains 401K proposent de pouvoir y positionner de l'assurance vie permanente américaine, qui peut être intéressant. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire appel à un professionnel pour savoir si c'est une option qui peut avoir le coût au sein de votre 401K. Le dernier point donc, que je souhaite aborder, on a abordé l'allocation d'actifs et pourquoi c'est important de se diversifier au sein de son 401K. On a parlé donc de la tolérance, mais également j'aimerais parler également de la capacité à prendre du risque. Et donc ça, c'est tout simplement, il faut prendre en considération l'ensemble de votre stratégie patrimoniale. Imaginez que vous avez 100 000 $ et que ces 100 000 $, vous les avez au sein de votre 401K. Vous n'avez quasiment rien d'autre à côté. Et que votre tolérance au risque est, par exemple, disons, modérée 50-50. Stratégiquement parlant, si on sache à la tolérance au risque, on va mettre 50% equity et 50% bonds. Hein, c'est dématérialisé par la partie growth and risk management. Mais si, à l'inverse, sur les 100 000 $,
que j'ai au total de ma gestion patrimoniale. Et si, par exemple, 90 000 $ est complètement sécurisé, par exemple à la banque ou dans des produits d'assurance complètement sécurisés, et ainsi de suite, si j'ai 90 000 $ sécurisés et que j'ai que 10 000 $ au sein de mon 401K, et ben, potentiellement, même si ma tolérance au risque est de 50-50, et ben, je peux me permettre potentiellement d'être 100% equity, c'est-à-dire 100% risqué, 0% bonds. Pourquoi? Parce que je n'ai que 10% de toute ma stratégie globale qui est à risque. Donc, en fait, ma stratégie globale est en fait 90% bonds, grosso modo, et 10% equity. Alors, je matérialise, mais en gros, 90% en termes de gestion du risque et 10% qui est risqué globalement. Donc, c'est important de prendre en considération votre stratégie globale, ce que vous faites à côté. Et quand vous allez penser à l'allocation d'actifs au sein de votre 401K, si vous êtes complètement sécurisé à côté, n'hésitez pas à prendre un peu plus de risque au sein de votre 401K. Et deuxièmement, si c'est l'inverse, potentiellement gérer le risque de manière beaucoup plus optimale, de manière beaucoup plus focus au sein du 401K pour être en ligne avec votre tolérance au risque. Et également, généralement, le dernier point, c'est que plus on se rapproche de la retraite, plus ce qu'on appelle l'ordre des rendements ou le sequence of return va être important. Il faut savoir que les 5 années avant la retraite et après la retraite, c'est la zone la plus importante de toute la planification financière. S'il arrive un crash dans cette zone-là, tout ce que vous avez pu mettre en place durant votre vie sera impacté négativement. Donc, généralement, on va essayer de réduire la volatilité, réduire le risque dans ces phases-là. Il y a différentes manières de le faire, soit au sein de la stratégie globale, et ainsi on peut continuer à rester agressif au sein du 401K, ou si on gère le risque dans des silos, ben chaque silo doit gérer le risque, et ainsi le 401K ainsi doit réduire en volatilité. On va y revenir un petit peu, mais je voulais mettre cela au niveau des options au sein du 401K. Bon, Alex, j'en profite parce qu'on a reçu un petit message sympathique en ce milieu de webinaire qui dit « J'ai appris énormément sur 401K ». Malheureusement, la personne est anonyme, donc on ne sait pas qui c'est, mais on la remercie. Après une demi-heure de webinaire, alors que je pensais maîtriser les bases. Très excité d'écouter la suite. Voilà. On continue du coup. Donc, il nous reste encore 3-4 questions qu'on a reçues par email et puis après, vous en faites pas. On va prendre vos questions. On a reçu déjà plus d'une quarantaine de questions dans le Q&A et si on y arrive, on essaiera de prendre quelques questions en direct pour entendre votre voix. Alors, dois-je potentiellement prendre plus de risques sur un compte de retraite comparé à un compte classique d'investissement, étant donné que mon horizon d'investissement est plus élevé? Et si j'ai d'autres comptes classiques d'investissement, devrais-je faire attention à l'impact fiscal de certaines classes d'actifs? Si oui, lesquels favoriser au sein de mes différents comptes? Ok. Alors, c'est une excellente question et ça revient un petit peu à ce que j'avais mis en exergue. Donc, tout simplement, si vous avez d'autres comptes, par exemple 401K, n'est pas une fin en soi. Il faut savoir que l'Américain moyen a de l'argent au sein de son bien immobilier, repaye les prêts immobiliers, maximise son 401K, is good to go. Et quand il y a il y a une crise du marché financier immobilier, il doit attendre 10 ans pour revenir sur ses pieds. Donc évidemment, généralement, quand on met une stratégie patrimoniale en place, on va mettre en place une diversification en ayant une vraie vision de savoir où est-ce que l'on va et comment cela va s'articuler pour générer des revenus conséquents à la retraite. Eh ben, il y en a généralement d'autres comptes. Si on a des comptes d'investissement classiques, donc brokerage account, managed account, etc., et du 401K, il est intéressant de prendre en considération la taxation des classes d'actifs au sein de ces différents comptes. Je vais prendre un exemple très simple. Vous avez 100 000 $ qui est investi dans un compte d'investissement classique. Et donc, si vous générez des realized gains, donc vous allez générer des intérêts, des rendements, des plus-values, et bien vous êtes imposé tous les ans, à la fois short term et long term. Long term sur le capital gains, short term, donc à moins d'1 an sur le revenu. Et voilà, vous êtes imposé tous les ans. Et vous avez également 100 000 $ qui est déposé dans un 401K. Okay. On va prendre simple en disant que vous avez une tolérance globale au risque qui est, disons, de 6 sur 10. 6 sur 10 au niveau de votre tolérance au risque, qui généralement, en termes de guide, correspond à peu près à 60% equity, 40% bonds. Donc, 60% qui va essayer de chercher du rendement et 40% pour le management du risque, risk management. Et bien, stratégiquement parlant, on pourrait se dire peut-être que stratégiquement, comme le 401K, c'est pour la retraite, peut-être que notre horizon d'investissement est plus élevé.
je peux me permettre de prendre plus de risques au sein de mon 401k puisque j'ai plus de temps de faire face aux différents cycles. Il faut savoir que depuis maintenant 25 ans, on est dans ce qu'on appelle le new normal, d'expansion crash du marché financier. Et évidemment, plus on a de temps, et bien plus on peut faire face à ces crashs-là et de générer un rendement conséquent sur le long terme. Donc, stratégiquement parlant, si notre tolérance au risque est de 60-40, on pourrait se dire, on pourrait mettre 70% de risque, 30% de risk management. Et ici, on va être un tout petit peu plus conservateur puisqu'on garde la liquidité 50-50. Pour qu'au total, je suis à peu près à 60-40. Mais prendre un petit peu plus de risque parce que j'ai plus d'horizon à long terme. Donc ça, déjà, ça a beaucoup de sens de réfléchir de cette manière-là. Mais quand on s'est assis et qu'on s'est dit, c'est exactement ça que je veux mettre en place, eh bien, faisons un point fiscal avant de continuer. Étant donné que sur le 401k, cet argent est déféré d'un point de vue fiscal. Qu'est-ce que j'ai au total? Donc là, c'est sur la partie equity, c'est sur la partie bonds. J'ai un total de 120 000 $ en equity et j'ai un total de 80 000 $ en bonds dans ma diversification globale. Eh bien, il est mieux de pouvoir positionner ces bonds au sein du 401k parce que ceux-ci vont me faire récupérer des coupons chaque année, de manière quarterly ou annually. Je vais récupérer des coupons qui sont, eux, taxables sur le revenu. Et donc, il vaut mieux que je dépose mes bonds, mes obligations, au sein de mon 401k, puisque j'ai un déferrement fiscal. Donc, si je réalise un déferlement fiscal, je vais être beaucoup moins imposé à long terme. À l'inverse, si j'ai des actions et que je ne vends pas, que je les laisse, que je garde mes actions et que je les garde pendant une très longue période de temps, tant que je n'ai pas vendu, je n'ai pas réalisé les gains et donc j'ai également déféré l'impact fiscal. Et donc, quand je me suis posé et que je me suis dit c'est exactement ce que je veux mettre en place, faisons un point fiscal. Et comment est-ce que je devrais, dans ce cas-là, être positionné? Eh bien, je vais mettre l'ensemble des bonds au sein du 401k. Donc, ça veut dire que je vais, dans le 401k, avoir 20% en equity et 80% en bonds. Et dans mon autre compte, j'aurai 100% equity et 0% bonds. Et au total, j'aurai toujours 120 000 $ en equity et 80 000 $ en bonds. Alors voilà, évidemment, c'est simplifié, mais c'est important de checker, de s'asseoir, de faire ce qu'on appelle aux États-Unis un double check, et de prendre en considération l'ensemble de votre patrimoine avant de savoir exactement à la fin comment être positionné au sein de votre 401k. Ok, parfait. Alors, on va clôturer ce premier chapitre avec une dernière question qui nous dit quels sont les avantages et les inconvénients du 401k et bien entendu, quels sont les risques associés derrière? Très bien, faisons un point là-dessus. Donc, vu qu'on a vu un petit peu toutes les caractéristiques, donc quels sont les avantages de positionner de l'argent au sein de son 401k? Donc évidemment, c'est la taxation. Déjà, c'est de l'argent avant impôt. On n'est pas redevable de l'impôt maintenant, on va le déférer, même si à terme, on est redevable de l'impôt un jour quand on va sortir l'argent. Mais le fait de ne pas avoir une imposition chaque année permet cet avantage fiscal. Deuxièmement, on peut potentiellement bénéficier d'un match de cette contribution de l'employeur, qui généralement, si c'est le cas, n'hésitez pas à le récupérer. C'est un bonus supplémentaire que vous pouvez avoir. Troisièmement, on peut bénéficier de la hausse potentielle du marché financier. Comme on est lié au marché financier, potentiellement, on peut gagner plus d'argent. Évidemment, il y a toujours le risque de marché. On va le voir dans les inconvénients. C'est une approche qui est à la fois systémique et non émotionnelle, puisque généralement, vous allez dire, je positionne X pourcentage de mon revenu sur le 401k directement. Donc, si par exemple, je souhaite positionner 3% de mon 401k, à chaque paycheck, par exemple, moi, je suis payé toutes les 2 semaines, j'ai 3% de mon paycheck qui est positionné automatiquement dans mon 401k. Donc, ça me permet de faire ce qu'on appelle un dollar cost averaging, de mettre de l'argent toutes les 2 semaines qui est positionné sur le marché financier dans l'allocation que j'ai choisie. Et ainsi, ça nous permet également d'avoir une approche non émotionnelle de la gestion de son argent, qui est liée des bruits de marché, c'est le moment d'investir, etc. C'est une approche non émotionnelle et ça peut avoir énormément d'implications d'éviter ce qu'on appelle les travers comportementaux ou behavioral biases, d'avoir une stratégie qui est non émotionnelle sur le long terme. Et dernièrement, on peut collatéraliser le 401k jusqu'à 100 000 $ ou 100% de la valeur à l'heure actuelle pour pouvoir potentiellement faire d'autres choses, soit parce qu'on a des besoins à court terme, et il s'agit de les récupérer parce qu'on en a besoin, ou bien potentiellement de faire d'autres choses. Tout le monde, on a la liberté de faire ce que l'on veut avec le prêt qu'on va faire de ce 401k. Donc voilà les avantages. Les inconvénients, l'inconvénient, c'est que si vous êtes un petit peu diversifié dans une stratégie globale comme un Américain moyen qui a mis le maximum dans son bien immobilier et dans son 401k, si vous souhaitez garder le même style de vie à la retraite, si c'est un objectif, et évidemment, si la plupart des revenus viennent de votre 401k, vous ne baisserez jamais de marginal tax rate.
si vous souhaitez avoir le même style de vie. Donc, un des inconvénients, c'est que tout ce que vous avez positionné dans votre 401K est maintenant taxable à la retraite. Donc, c'est important d'avoir une diversification fiscale, avoir des comptes qui soient taxables tous les ans, qui soient taxables à la retraite et d'autres qui ne soient plus jamais taxables. D'avoir une vraie diversification et donc vous êtes plus en contrôle de votre taxation, surtout si on voit une augmentation des taux marginaux à l'avenir dans les décennies à venir. Deuxièmement, c'est les frais. Il y a quand même pas mal de frais importants au niveau du 401K. Il y a les frais administratifs liés au 401K, surtout quand vous partez de votre employeur. Maintenant, généralement, l'employeur paye les frais administratifs. Quand vous partez de votre employeur, maintenant, vous êtes redevable de ces frais administratifs. Les frais opérationnels. Par exemple, j'utilise un fonds large cap growth pour une partie de ma diversification qui est du money manager T. Rowe Price et ça me coûte, je crois, 0,47%. D'autres sont à 0,70%. Il y a des frais opérationnels de chaque fonds que je vais choisir au sein de mon 401K. Et également, si vous souhaitez faire appel à un professionnel au sein du 401K, généralement, celui-ci va vous charger un fee également de gestion. Troisièmement, il y a une perte potentielle du marché financier. Comme vous n'avez pas de filet de sécurité dans un 401K, s'il y a un crash du marché financier, évidemment, vous serez impacté négativement. Quatrièmement, généralement, l'éventail de vos options est assez limité. On l'a vu ensemble. Vous avez accès à un certain nombre de mutual funds qui sont potentiellement diversifiés, mais on avait généralement entre 25 et 30. Et puis après, vous avez des target funds. Et au-delà de cela, vos options s'arrêtent là. Alors qu'il y a d'autres peut-être instruments qui seraient intéressants lorsque vous partez de l'employeur ou transférez vers potentiellement un IRA, vous allez vous ouvrir toutes les options à votre disposition, soit l'immobilier, financier, ainsi de suite. On va y venir. Donc, vous avez un éventail d'options limitées dans un 401K. Et dernièrement, c'est lié au risque. Il y a le 401K en lui-même ne va pas régler les risques de longévité, de l'ordre des rendements et de facto le potentiel épuisement des fonds à l'intérieur. Parce qu'un des objectifs généralement du 401K, on met de l'argent dans ce 401K, c'est pour la retraite. C'est-à-dire que ça va être des suppléments de retraite. Mais si à un moment donné, si j'ai une espérance de vie très élevée et que ce qu'on appelle le withdrawal risk, c'est-à-dire que je prends trop d'argent dans mon 401K et qu'il y a des crashs financiers, que je continue à en prendre et qu'il n'y a plus d'argent dessus, bien évidemment, j'ai un risque de me retrouver avec très peu de revenus supplémentaires plus tard dans ma vie. Et donc, on va faire un point sur les risques de retraite. Il faut savoir que quand on part à la retraite, on va faire face à une vingtaine de risques, qu'on le veuille ou non. C'est comme ça. Et dans notre stratégie patrimoniale, le rôle de cette diversifiée, d'avoir une vraie vision de savoir où on est, c'est de gérer l'ensemble des risques et de maximiser à la fois les revenus, notre retraite, payer moins d'impôts et prendre moins de risques. C'est généralement l'objectif. Mais faisons un point sur les 5 majeurs. Donc, le risque majeur aux États-Unis, le numéro 1, c'est la longévité. Alors, heureusement, et je l'espère à tout le monde qu'on va vivre une très longue vie. Si vous avez vu des séminaires, des webinaires précédents avec moi, vous avez vu qu'il y a 3 phases de retraite, les go-go years, slow-go years et no-go years. Et on espère vivre une très longue vie en bonne santé dans ces go-go years / slow-go years et on espère que ça va durer le plus longtemps possible. Je touche du bois pour tout le monde et en plus en cette situation de pandémie mondiale. Mais généralement, le risque le plus important à la retraite, c'est le risque de longévité parce que maintenant, on peut vivre 20 ans, 30 ans, 40 ans à la retraite et le plus on est en vie, évidemment, plus l'ensemble des autres 19 risques vont augmenter de manière exponentielle. Donc, c'est le plus grand risque à la retraite. Deuxièmement, c'est l'inflation. Il faut savoir que tous les 15-20 ans, on divise par 2 le pouvoir d'achat. Tous les 30-40 ans, on divise par 4. Donc, il faut faire en sorte que nos revenus augmentent chaque année pour garder le style de vie. Troisièmement, c'est la taxation. On a vu ensemble dans un bas historique aux États-Unis. Donc, s'il y a une augmentation, on revient à une moyenne médiane historique, évidemment, le net de ce qu'on va pouvoir tirer sera impacté négativement. Et quatrièmement, c'est le risque en lui-même. Et le premièrement, c'est l'ordre des rendements, ou en anglais, de sequence of return. Et c'est important parce que, tout simplement, les règles financières, quand on arrive à la retraite, changent du tout au tout. Si on regardait la performance de votre 401K les 10 dernières années, et si cette performance était par exemple de 5%, eh bien, peu importe l'ordre des rendements, plus 4, plus 10, moins 2, plus 15, etc. Si la moyenne est de 5%, peu importe l'ordre des rendements, la moyenne est de 5%. Mais lorsque l'on part à la retraite et qu'on a besoin de générer de revenus liés à ces comptes de retraite, notamment, eh bien, l'ordre des rendements va être capital. Si la première année, je génère 30% de rendement et que, par exemple, j'ai 100 000 $ et que je passe à 130 000 $ et que je compte sur ces revenus, par exemple 4%, donc 4 000 $ par an supplémentaires, eh bien, très probablement, cette stratégie sera gagnante pour le reste de ma vie. Mais si, malheureusement, je prends ma retraite et c'est la même année ou l'année suivante ou dans les 2 ans, il y a un crash du marché financier immobilier et que je perds 30% de ma valeur et que je passe à 70 000 $ et que je dois encore tirer 4 000 $, je me retrouve avec 66 000 $ à la fin de l'année. Et bien, l'année suivante, pour revenir sur une base de 100 000, il va falloir que je génère 50% de rendement pour revenir sur mes pieds. Et bien, très probablement, quand on est retraité, qu'on a mis de l'argent toute notre vie, pendant toute notre carrière, qu'on a fait les choses bien, carrées, et qu'on arrive à la retraite et qu'il y a un crash au mauvais moment,
eh ben, on va pas mettre tout en jeu, on va pas aller au casino et se dire bon, bah, on choisit rouge ou noir et si on perd, bah, tant pis. Et si on gagne, on revient sur nos pieds de l'année dernière. Eh ben, très probablement, on sera affecté négativement pour le reste de notre vie. Donc, c'est très important de comprendre que les 5 années avant la retraite et les 5 années après la retraite, c'est la zone la plus dangereuse de toute la planification financière. S'il arrive quoi que ce soit dans cette zone-là, ça va être extrêmement compliqué de garder son style de vie pour le reste de notre vie. Donc ça, c'est important à savoir. Et donc la question à se poser, quel que soit notre âge à l'heure actuelle, et quand on pense déjà au 401K, c'est comment puis-je dès maintenant réduire le risque de l'impact de l'environnement. Et deuxièmement, c'est évidemment la volatilité en elle-même. C'est le fait d'être lié au marché. Et donc, c'est lié au rendement qu'on souhaite attendre et au risque que l'on va prendre et également combien est-ce que on va retirer. Si on souhaite retirer par exemple 5% par an, donc on attend 5% de revenus, on tire les 5%, et ben on a un certain pourcentage de succès, alors que pour avoir un pourcentage de succès très élevé, de 99%, il ne faudrait pas prendre plus de 2,81% du 401K, ou en tout cas de ces programmes de retraite, pour pouvoir avoir 99% de chances de succès pour le reste de notre vie. C'est-à-dire que si j'ai 1 million de dollars, eh ben, je ne dois prendre que 28 000 $ par an taxables pour le reste de ma vie. Donc, ça veut dire que ça met énormément de pression de mettre beaucoup d'argent de côté pour avoir un très gros pourcentage de succès. Si je prends en considération 5%, qui n'est pas énorme, 5% de rendement que je tirerai en revenu, eh ben, la probabilité de succès descend à 70%. Hein. Et si, évidemment, vous avez un vol pour Paris et que vous avez 70% de chance d'arriver à destination, est-ce que vous prenez le vol? C'est vraiment ça la problématique de la planification financière. Donc, le rôle, tout ça pour dire que un des rôles du 401K ou des programmes de retraite, généralement, quand on met de l'argent dans un 401K, c'est pour qu'à terme, nous puissions avoir des complémentaires de retraite, au-delà de la sécurité sociale, potentiellement de la diversification de notre patrimoine avec l'immobilier, d'autres instruments financiers, etc., de générer des revenus. Le 401K doit s'inscrire généralement dans cette perspective. Et ben, un des inconvénients en lui-même du 401K, c'est qu'il y a 2 risques majeurs qui ne fait pas, où on n'est pas sécurisé. C'est le risque de perte. Il n'y a pas de garantie. Et deuxièmement, c'est qu'on n'est pas garanti d'avoir des revenus pour le reste de notre vie parce que le risque est sur l'employé, sur nous en tant qu'investisseurs. On va voir qu'il y a des solutions potentiellement que l'on peut utiliser avec son 401K pour gérer ce risque-là au sein de la stratégie globale. Alex, on a déjà, ça fait presque 1 heure qu'on est live. On a beaucoup de questions qui sont arrivées dans le Q&A. Je pense qu'il y a beaucoup de réponses qui ont déjà été apportées dans les questions que je vois là, mais on va quand même y revenir. J'aimerais qu'on avance un peu plus vite sur les questions qu'on avait reçues par email. Donc, on va passer sur un peu le deuxième chapitre qui est comment accéder à l'argent de votre 401K. Et on a reçu 3 questions là-dessus qui étaient donc, en tant qu'employé, j'ai besoin de liquidité, puis-je accéder à cet argent? Comment? Pour n'importe quel type de raison. Y a-t-il des pénalités ou des exceptions? Et si tu veux peut-être enchaîner tout de suite avec est-ce que les règles d'accès à l'argent situées dans mon 401K changent-elles d'un plan à un autre? On peut faire les 2 questions là en même temps, comme ça on va gagner un petit peu de temps. Et après on répondra aux questions, vous en faites pas de tout le monde. Absolument, on va essayer de clôturer cela en une dizaine de minutes et après je passerai aux questions live. Hein. Très bien. Donc, premièrement, comment accéder à son argent quand on est encore employé? Donc, il y a 3 manières. Premièrement, vous pouvez faire un prêt contre votre 401K, on l'a déjà vu, jusqu'à 100 000 $ ou 100% lié à cette nouvelle loi. Deuxièmement, il y a des exemptions. Donc, il y a déjà des exemptions que l'on a vues à travers le Secure Act et le CARES Act, où vous pouvez accéder à votre argent de manière anticipée, sans les pénalités. Mais même malgré toutes ces exemptions, vous êtes quand même redevable de l'impôt sur le revenu. Vous évitez tout simplement les 10% de pénalité. Donc, les exemptions pour sortir de l'argent de votre 401K sont notamment, par exemple, si vous souffrez d'un handicap, un décès, des frais médicaux, l'achat d'un premier logement, payer l'université pour vous, votre conjoint, vos enfants, éviter une saisie, des frais d'enterrement, certaines réparations domestiques et avoir ou adopter un enfant. Donc, voilà un petit peu les exemptions. Vous pouvez sortir l'argent de 401K même en tant qu'employé sans avoir de pénalité supplémentaire. Et dernièrement, ce qui est intéressant, et ça, il faut le regarder c'est votre employeur qui choisit de l'avoir ou pas, d'avoir ce qu'on appelle un in-service residual. Par exemple, moi, dans mon plan chez nous, 50% de la valeur de notre 401K peut être sortie pour n'importe quelle raison. Généralement, on le voit normalement à partir de 55 ans, vous pouvez généralement avoir, si cette clause est en place, sortir la totalité de votre 401K si vous le souhaitez. Okay?
Évidemment, si vous sortez complètement, ça c'est pas lié aux exceptions. Hein. C'est-à-dire que si vous sortez la totalité et vous sortez en cash, vous aurez évidemment les impôts à payer et les 10% de pénalité. Mais en tout cas, vous pouvez le sortir et en faire ce que vous le souhaitez, le transférer vers un autre compte de retraite, un IRA ou autre. Donc ça, c'est assez intéressant de le savoir parce que ça va vous ouvrir vos opportunités patrimoniales et potentiellement mettre des garanties dans votre stratégie patrimoniale si vous sortez votre 401k. On va voir ça. Donc voilà pour les 3 points. Je vais juste résumer. Vous pouvez faire soit un prêt, soit vous avez sorti l'argent parce que vous avez une exception, ou troisièmement, votre plan vous permet de pouvoir sortir l'argent si vous le souhaitez. On va passer à la question 2, si tu veux, Romain, je vais enchaîner comme ça pour une question de temps. Mais la dernière question qu'on avait reçue, c'était comment accéder à son argent si on quitte son emploi ou si on part des États-Unis. Maintenant, si je pars des États-Unis et que j'ai un 401k, qu'est-ce que j'en fais? Ou par exemple, j'ai été employé, j'ai un 401k, maintenant je suis parti de l'entreprise. Qu'est-ce que je fais de mon ancien 401k? Eh ben, on va répondre à ces questions ensemble dans ces quelques minutes. Donc, nous avons 5 solutions majeures lorsque l'on part de son employeur ou qu'on part des États-Unis. Premièrement, vous pouvez laisser l'argent où il est. Vous pouvez avoir un ancien 401k, vous serez régi par les mêmes règles. Et un des points un petit peu négatifs, comme je l'ai dit, c'est que maintenant les frais administratifs liés à cela sont maintenant à votre charge. Mais vous gardez les mêmes options à votre disposition au sein de l'ancien 401k. Vous pouvez, deuxièmement, sortir l'argent directement de votre 401k. Donc, si vous le faites avant 59 ans et demi, vous allez avoir 10% de pénalité. Mais quoi qu'il arrive, lorsque vous sortez l'argent de votre 401k, eh ben, vous êtes redevable de l'impôt sur le revenu. Okay. Donc, si par exemple, vous avez $1 million dans votre 401k et que vous le sortez d'un coup, l'année où vous le sortez, vous avez $1 million de revenus cette année-là. Et donc, ça va vous pousser dans un tax bracket, dans un taux marginal d'imposition le plus supérieur aux États-Unis. Mais vous avez la possibilité de sortir l'argent complètement. Troisièmement, vous pouvez sortir l'argent en utilisant une de ces 2 règles d'exemption. Une, ce qu'on appelle la 72T, et l'autre, ce qu'on appelle le Rule of 55. Donc ça, l'objectif de pouvoir sortir l'argent avec une de ces 2 exemptions, c'est de pouvoir éviter les 10% de pénalité, mais évidemment, vous êtes redevable de l'imposition sur le revenu. La première, ce qu'on appelle le 72T exemption, c'est tout simplement, vous avez la possibilité de sortir un montant équivalent chaque année entre maintenant, donc c'est calculé, ce montant équivalent est calculé lié à votre espérance de vie, jusqu'à 59 ans et demi. Par exemple, si vous avez 40 ans et vous souhaitez sortir de l'argent maintenant de votre 401k, entre 40 ans et 59 ans et demi, vous allez sortir le même montant chaque année, jusqu'à 59 ans et demi, et en faisant cela, vous allez éviter les 10% de pénalité. Mais il faut que ça suive les règles de cette exemption 72T. C'est un des exemples. Et deuxièmement, c'est la Rule of 55. C'est-à-dire que si vous partez de votre employeur après 55 ans, pour le 401k de votre ancien employeur sur lequel vous venez juste de partir, si vous êtes parti après 55 ans, eh bien vous avez la possibilité de sortir l'argent de ce 401k sans les 10% de pénalité si c'est le 401k de votre dernier employeur auquel vous êtes parti, vous êtes fait licencier, vous partez de votre propre gré, mais si c'est après 55 ans, vous pouvez sortir l'argent sans les 10% de pénalité. Quatrièmement, c'est de faire ce qu'on appelle un rollover, c'est de transférer votre ancien 401k vers votre nouveau 401k. Aucune implication fiscale, et maintenant vous êtes dans les règles du nouveau 401k, avec les options à disposition. Ça peut être intéressant s'il y a des très bonnes options au sein de votre 401k. Il n'y a pas d'avantage lié au match ou quoi que ce soit, c'est juste de transférer de l'un vers l'autre. Et dernièrement, c'est de pouvoir transférer ou faire un rollover de votre ancien 401k vers ce qu'on appelle un IRA, un Individual Retirement Account. C'est exactement la même chose qu'un 401k, mais c'est de manière maintenant individuelle. C'est vous qui détenez cette coquille fiscale, cette Individual Retirement Account. Et un des avantages, c'est que maintenant, vous allez vous ouvrir toutes les possibilités quasiment à votre disposition, que ce soit par exemple du financier, de l'immobilier, de mettre des commodités, des fonds mutuels, des ETF, des actions, des obligations, des annuités, ainsi de suite. Vous pouvez mettre ce que vous souhaitez. Maintenant, toutes les options sont à votre disposition. Et ainsi, vous n'êtes plus maintenant régi par les règles du 401k et ses limitations. Maintenant, vous êtes dans un IRA. Donc, c'est peut-être intéressant de le faire. Il n'y a aucune implication fiscale de transférer d'un 401k vers un IRA. Si on le fait directement, si vous sortez l'argent et que vous le transférez dans les 60 jours, il n'y a pas d'implication fiscale. Le seul point qui va être attention, c'est que si vous sortez l'argent du 401k, vous récupérez le chèque et vous ne le déposez pas dans les 60 jours,
eh ben, vous allez devoir payer des impôts sur le revenu, plus les pénalités potentielles si c'est le cas. Mais généralement, quand on fait ce type de transfert, on le fait directement d'une institution à l'autre et ça évite tout problème de taxation. J'ai mis entre parenthèses ou un Roth IRA. Il serait peut-être intéressant parce que de la même manière qu'un 401k et un Roth 401k, vous pouvez avoir un IRA et un Roth IRA. Pareil, c'est la même chose, sauf que c'est d'un point de vue personnel. Vous pouvez potentiellement transférer d'un 401k directement vers un Roth IRA. Donc, quel est l'objectif de cela? Ce serait en fait maintenant d'avoir les avantages du Roth IRA, c'est-à-dire que maintenant, tout ce qui va pouvoir augmenter à partir de maintenant, les intérêts générés, vous ne paierez plus jamais d'impôt dessus. Mais quand est-ce que ça peut être intéressant de le faire? Donc déjà, l'objectif, c'est de pouvoir éviter les pénalités. Donc, quand vous faites un rollover vers un IRA, un Roth IRA, pour cela, il n'y a pas de pénalité, mais vous êtes redevable de l'impôt. Si vous faites un rollover de 100 000 $ d'un 401k vers un Roth IRA, c'est comme si vous avez eu 100 000 $ d'impôt cette année. Cela peut être intéressant de le faire pour un certain montant ou la totalité quand vous êtes dans une phase ou une année de revenus très peu élevés. Si vous avez des revenus qui relativement sont peu élevés comparés à normalement vos revenus, et bien potentiellement, si vous maintenant exercez ces revenus-là et que vous êtes dans un taux marginal faible, ça serait peut-être intéressant de considérer un rollover vers un Roth IRA. Et dernièrement, donc je vais parler, et c'est le dernier point, en 5 minutes, je fais corps là-dessus. Quand on est maintenant dans un IRA, qu'on fait un rollover vers un IRA, comme on s'ouvre toutes les options à notre disposition, on peut avoir les investissements, etc. Donc, je pourrais passer du temps de passer sur les investissements, la diversification, etc. Mais on l'a déjà fait. Je vais passer un tout petit peu de temps sur les annuities parce que, tout simplement, ça peut justement, ces annuities, au sein de ces comptes qualifiés de retraite, peut jouer le rôle exactement que l'on attend du 401k. Parce qu'à la base, généralement, de manière, je dirais, même si on n'a pas un objectif précis, le but de mettre de l'argent dans un 401k, c'est pour contribuer vers la retraite. Mais la problématique d'un Defined Contribution Plan, un 401k, on connaît combien on contribue, mais on ne sait pas combien est-ce qu'on va avoir à la retraite exactement, hein, lié au marché financier, combien on tire, etc. Donc, potentiellement, y positionner au sein de ces 401k, donc à travers un IRA, donc entre faire 401k avec un IRA et y positionner une ULI, ça peut y mettre un certain nombre de garanties à l'intérieur. Et on va faire un point, il y en a 2 types. Il y a un premier type qu'on appelle les index annuities. Et le premier, donc celui-là est généralement à considérer potentiellement pour, par exemple, le Roth IRA, pour avoir un bon fit, ou pour les gens qui sont peut-être avant la mid-40s, donc avant la quarantaine, ou en tout cas jusqu'à 45 ans à peu près, les index annuities peuvent avoir beaucoup de sens. Et en fait, quel est l'objectif? L'objectif d'un index annuity, c'est d'avoir son argent de la même manière que dans le 401k, qui est lié au marché financier. Donc, ça va augmenter et baisser au gré du marché financier, avec un certain cap et également une certaine protection, un certain niveau de protection. C'est-à-dire que maintenant, si le marché perd de l'argent, vous êtes protégé avec un certain degré de protection. Donc, je vais vous faire un exemple. Il y a différents degrés de protection qu'on peut prendre. On prend par exemple 10% de protection, 20%, 30%. On peut avoir certains caps également. Mais je vais vous présenter un qui est assez populaire de nos jours. Je vais prendre un exemple. On met 100 000 $ au sein d'un index annuity. Alors, premièrement, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a, pour certains de ces instruments, 0 fees. Et c'est assez compliqué à comprendre. Il y a 0 fees pour votre conseil financier, 0 fees pour l'investissement opérationnel, les frais ou quoi que ce soit. Il y a 0 fees. Donc, déjà, il y a moins de fees que dans un 401k. Puisque dans un 401k, on l'a vu ensemble, il y a des frais opérationnels, administratifs et ainsi de suite. Il y a possibilité de transférer donc, cela vers un IRA et positionner un index annuity et ne plus jamais avoir de fees sur cet instrument-là. Et on peut avoir des terms, donc ça veut dire des contrats sur 1 an, sur 3 ans ou sur 6 ans. Donc là, je vais vous prendre l'exemple d'un qui est populaire, qui est par exemple sur 6 ans. Et l'argent va mimiquer les rendements du S&P 500, du marché américain, grosso modo, du marché des large caps américains. Donc, sur 6 ans, le marché peut faire ça, il peut faire ça, il peut faire ça. Il fait ce qu'il fera. Okay? Personne n'a de boule de cristal. Il va être investi lié au rendement du S&P 500. Et il y a un des instruments où il y a un cap, mais ce cap est illimité, c'est-à-dire qu'il y a 0 cap. Mais on bénéficie d'un niveau de sécurité qu'on appelle un buffer de 20%. Et ça signifie que si à l'issue de ces 6 ans, mes 100 000 $ sont par exemple inférieurs, enfin supérieurs ou égal à 80 000 $, ben si par exemple je suis à 91 000 $, eh ben, on me redonne de l'argent, je récupère mes 100 000 $. Mes 20 premiers pourcents sont sécurisés. Si j'ai perdu par exemple 22%,
eh ben, j'aurais perdu que 2%, j'aurais 98 000 $. Donc, ça permet, donc maintenant, au lieu de faire appel à des bonds, etc., pour pouvoir diversifier le risque, de faire appel à cette théorie moderne du portefeuille, eh ben, on fait appel à une compagnie d'assurance à travers des contrats d'annuité qui, eux, grâce in the background, ce qu'ils vont faire avec des millions de dollars de l'argent qu'ils vont récupérer, ils vont acheter des options sur les marchés secondaires et sur le spread vont pouvoir se rémunérer. C'est pour ça qu'il y a zéro fees. Et nous, en tant qu'individus, en tant qu'investisseurs, on va permettre d'avoir 100% le rendement du marché et en plus une protection des premiers 20% sur 6 ans. Petit aparté, juste pour une statistique, dans l'histoire de toute la finance, il n'y a jamais eu de période de 6 années consécutives où le marché a perdu plus de 20%. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire. Vous pouvez commencer en 1923, en 2002 jusqu'en 2008, etc., sur 6 années consécutives. Alors, ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas à l'avenir. Personne n'a de boule de cristal, mais ça vous donne quand même une idée de la qualité de ce buffer. Donc, c'est quasiment, vous limitez largement le risque, mais vous avez tout l'upside potentiel du marché. Donc, voilà une index annuity qui peut avoir un rôle potentiellement quand vous avez l'option de transférer votre 401k vers un IRA. C'est une première option. Et la deuxième option, c'est un income annuity. On va finir là-dessus, on va ouvrir le champ aux questions. L'idée d'un income annuity, c'est de pouvoir générer des revenus garantis et pour le reste de sa vie. Donc, ça annihile complètement le risque de longévité. On vit jusqu'à 120 ans, les revenus tombent jusqu'à 120 ans, même s'il n'y a plus de valeur au sein du contrat. Donc, je m'explique. Vous positionnez par exemple 100 000 $. Vous avez par exemple 50 ans, vous déposez 100 000 $. Et il y a certaines compagnies qui vont vous garantir x2 en 10 ans et x2,5 en 15 ans, par exemple. Et donc, tout simplement, si j'attends entre 50 ans et 65 ans, en 15 ans, ces 100 000 $ sont garantis d'augmenter à 250 000 $. C'est garanti par contrat, x2,5 en 15 ans. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces 100 000 $ continuent à être investis sur le marché financier. Et si le marché se porte bien et que je suis maintenant à 500 000 $, je prendrai 500 000 $ en considération. Si j'ai 400 000, je prends 400 000. Mais si le marché ne se porte pas bien et que j'ai potentiellement perdu de l'argent ou que je tombe à zéro, je suis garanti 250 000 $ minimum. Donc, c'est comme si j'investissais mais avec un filet de sécurité minimum. Je suis garanti d'avoir au minimum 2,5 fois pour l'objectif de générer un revenu pour le reste de sa vie. Donc, il y aura un calcul qui va être fait lorsque l'on souhaite maintenant avoir des revenus pour le reste de sa vie. Donc, par exemple, pour quelqu'un qui a 65 ans, les taux à l'heure actuelle sont proches des 5,5%. Je vais prendre 5% pour l'exemple. Et 5% de 250 000 $, ça veut dire qu'on récupère un chèque de 12 500 $ par an pour le reste de notre vie, même si on vit 30 ans, 40 ans, 50 ans et ainsi de suite. Donc, ça nous permet de garantir 3 choses. Ça nous permet, 1, de garantir ce que l'on a mis dedans. 2, de garantir un montant d'augmentation minimum du contrat. Et en plus, on a tout l'upside potentiel du marché. Et troisièmement, de pouvoir garantir un revenu garanti pour le reste de sa vie, peu importe le nombre d'années que l'on vit. Et donc, ça peut être extrêmement intéressant, surtout qu'on a plus de la cinquantaine, de pouvoir considérer potentiellement ce type d'option-là, parce que l'objectif, encore une fois, d'un 401k, c'est de supplémenter les revenus de retraite. Et donc, avec ce type d'instrument, on va annihiler les 2 risques majeurs que l'on souhaite de toute manière avoir, qui sont, 1, d'avoir un revenu garanti pour le reste de notre vie, et deuxièmement, déjà pour le reste de notre vie, et troisièmement, c'est qu'en plus, on va réduire l'impact fiscal chaque année. Imaginez que, par exemple, vous avez 1 million de $ à l'âge de 65 ans et vous sortez l'argent d'un coup, et bien vous devrez 1 million de $, vous aurez impacté sur le revenu à hauteur de 1 million de $ sur le revenu. Vous êtes sur un taux marginal à l'heure actuelle de 37% au fédéral. Alors que si vous sortez que 5% chaque année et en plus de manière garantie, 50 000 $ par an, eh ben, vous serez sur un taux marginal qui sera peut-être à hauteur de 22%. Et donc, vous allez limiter l'impact fiscal sur le long terme parce que vous ne sortez qu'un petit peu d'argent chaque année. Donc, vous limitez l'impact fiscal, générez des revenus garantis pour le reste de votre vie. Donc, une combinaison d'à la fois avoir potentiellement des income, index annuity et de l'argent qui est lié au marché financier sans filet de sécurité et avoir une totale flexibilité peut-être de sortir de l'argent et de faire des transferts vers un Roth IRA, c'est grâce à votre professionnel à la fois conseiller financier, gestionnaire de patrimoine, votre conseiller en taxes, comptable, fiscaliste, qui vont pouvoir vous accompagner de manière optimale pour prendre les meilleures décisions au sein de votre 401k et de votre stratégie de retraite. Je vous remercie pour votre attention et Romain, si tu le souhaites, on peut passer aux autres questions en live. Super, bravo. Je crois que tu as couvert beaucoup de choses. Donc là, vous voyez sur le slide, si vous souhaitez parler
en privé avec Alexandre la semaine prochaine ou quand il est disponible. Donc ça, c'est un petit QR code. Ça se passe comme au restaurant. Si vous êtes allé au restaurant et sorti de chez vous depuis le début du Covid, on scanne avec son téléphone, avec l'appareil photo, vous passez dessus, il y a un lien et vous pouvez choisir un créneau qui vous arrange. On a été pas mal que tous les deux. Alors, s'il y a des gens qui veulent lever la main, je vois qu'il y a pratiquement tout le monde qui est resté encore en ligne jusqu'à présent. Mais s'il y a des gens qui veulent lever la main pour poser leurs questions en live, ce sera avec grand plaisir qu'on entendra votre voix. Si vous êtes trop timide, je vais juste lire vos questions, puisqu'on a reçu plus d'une 50aine de questions dans le Q&A. Alors, on va essayer de répondre par les réponses les plus courtes possibles, parce qu'on a tellement de questions. On a une question de Bruno. Il y a Diana qui lui dit qu'elle est trop timide. Ok, Diana, il n'y a pas de problème. J'ai adoré la découverte de l'Income Annuity, Bruno. Ok, merci Bruno. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. J'avais une question que j'ai trouvée vraiment bien de Christiane, parce que tu as dit qu'en gros, c'est bien pour la quarantaine les Income Annuity. Est-ce que ça vaut le coup après, du coup avec une question complémentaire qui était quels sont les inconvénients des Income Annuities? Donc ça, c'est une question de Christiane. Ok, très bien. Alors, je vais être tout à fait clair. Généralement, je dis c'est généralement inconsidéré. Vraiment, les Income Annuities commencent à potentiellement être considérés à partir de 40 ans. Plus on se rapproche de la retraite, plus ça commence à être intéressant. 50 ans, encore plus intéressant. 60 ans, 70 ans et ainsi de suite. Mais ça commence à partir de la quarantaine. Avant, jusqu'à 40, 45 ans, par exemple, la Index Annuity est 100% focalisée sur le potentiel du marché. Potentiellement peut avoir du sens également, et à partir d'un certain montant, un certain âge, d'avoir une combinaison des deux, ou garder de l'argent complètement lié au marché, puis d'autres sécurisés. C'est évidemment l'ensemble des options qui sont à notre disposition. Donc ça, c'était pour revenir là-dessus. En termes d'inconvénients de l'Income Annuity, généralement, on perd d'une certaine manière la liquidité. Alors, on peut à tout moment, pour n'importe quelle raison, toujours prendre 10%. Chaque année, on peut prendre 10% de la valeur de ce que l'on a mis dans un contrat d'annuité sans impact à la fois sur le contrat et de continuer de la même manière. Donc, par exemple, on y positionne 500 000 $ dans le contrat d'annuité. Chaque année, on pourrait prendre 50 000 $ avant qu'on ait commencé, par exemple, d'avoir ces revenus pour le reste de notre vie. Donc, il faut juste comprendre que si vous mettez le contrat dans un contrat d'annuité Income Annuity, le rôle et l'objectif, c'est de générer un revenu garanti pour le reste de sa vie. Ce n'est pas pour s'acheter un bateau ou une maison en cash lié à cela. Si ça, c'est bien compris, ce type d'instrument joue leur rôle exactement dans ce qui leur est demandé pour générer ce revenu garanti pour le reste de sa vie. Donc, un des inconvénients, c'est potentiellement le risque de liquidité. C'est pour ça qu'on ne va pas mettre tout son argent dans un contrat d'annuité, mais on aura une diversification. Et généralement, si vous revenez sur un des derniers webinaires que j'ai donné à travers French Morning, je parle de la gestion patrimoniale globale, je parle de Poverty-Based Flowing et Bucketing. Donc, il s'agit de mettre en place une stratégie globale de retraite. Et au sein de cette stratégie-là, la partie qu'on appelle Flowing, c'est-à-dire de matcher les revenus garantis pour le reste de votre vie avec les 5 instruments de retraite qui nous permettent d'avoir des revenus garantis pour le reste de notre vie. Je vais les répéter. C'est 1, la sécurité sociale française. 2, la sécurité sociale américaine. 3, les complémentaires de retraite françaises. 4, les pension plans, si vous avez encore la chance d'avoir une pension plan aux États-Unis de votre employeur. Et 5, les income annuities. Si le total de ces 5 classes d'actifs vient en termes de revenus pour vos dépenses de base, on a chacun un chiffre sur lequel on se sent confortable. Certaines personnes, c'est 2 000 $ par mois, 4 000, 10 000, 20 000, etc. Quel que soit le montant sur lequel vous vous sentez confortable, si vous avez un revenu garanti pour le reste de votre vie pour ce montant confortable, le reste de vos finances, c'est le fun money. C'est l'argent qui est là pour les dépenses de fun, voyager, les enfants, les petits-enfants, etc. Mais si vous avez pu quadriller ça de manière optimale pour ne plus jamais avoir de problème pour le reste de votre vie, c'est généralement l'objectif. Et le 401K, généralement, va jouer un rôle clé pour cette partie de flowing. Un petit peu moins généralement pour la partie de bucketing, sauf si maintenant on a commencé à avoir un patrimoine beaucoup plus important et on va avoir peut-être des index annuities, des income annuities et potentiellement de l'argent qui est tout simplement managé sur le marché financier pour avoir plus de contrôle sur quand on va sortir l'argent, surtout par exemple jusqu'à 70 ans ou 72 ans maintenant les RMDs, et sortir de l'argent et potentiellement faire des transferts vers un Roth IRA. Ok.
Je coupe juste 2 secondes le partage d'écran pour que on puisse nous voir un petit peu mieux sur les questions-réponses. Donc, il y a Christiane qui te remercie. Alors, on a une question de Hong qui demande si la question bête. À French Morning, on aime beaucoup les questions bêtes. On a même une rubrique dédiée à ça, donc il n'y a vraiment pas de questions bêtes. Donc, il nous dit pour être bien, en gros, il faut un comptable, un conseiller financier et un conseiller patrimonial. Est-ce qu'il y a des gens qui font tout en même temps? Alors, la réponse est non. Généralement, hein. Par exemple, chez nous, nous ne donnons ni conseil fiscal, ni conseil légal. Cela étant dit, nous avons une diplômée notaire au sein du cabinet et un coordinateur fiscal. C'est-à-dire que nous, quand on est à la fois conseiller financier et gestionnaire de patrimoine, c'est-à-dire qu'on va vous aider sur la stratégie globale et également en tant que conseiller financier sur les investissements. On donne également gratuitement des conseils. Alors, je ne l'ai pas mis en exergue, mais si vous avez des questions sur votre 401K et votre allocation, n'hésitez pas à mettre un rendez-vous en place, on passe le temps. Je vous donne gratuitement le conseil là-dessus. Il n'y a aucun problème. Donc, nous, on vous aide sur la stratégie à la fois globale et sur l'investissement sur le marché. Pour l'aspect fiscal en lui-même, passer par un comptable fiscaliste. Généralement, je recommande, si vous avez une situation internationale, de passer avec des comptables fiscalistes franco-américains qui s'y connaissent sur les 2 pays et sur l'implication d'avoir certains instruments. Nous, on s'est spécialisé sur la compréhension globale et internationale d'une planification financière et on s'assure que tout ce qui est mis dans la planification financière soit flexible et portable, même en cas de retour. Donc, on ne conseillera jamais à mettre en place un certain nombre de choses pour nos clients qui auraient des impacts négatifs en cas de retour. Donc, la réponse, c'est à la fois avoir peut-être une équipe comme la nôtre sur la partie investissement et la stratégie globale et une équipe en parallèle. Si vous n'en avez pas qui sont experts, évidemment, nous avons notre carnet d'adresses et on s'arrange, on travaille de main dans la main avec les partenaires fiscaux et comptables sur la partie purement fiscale et comptable. Ok, top. On va essayer de… tiens, il y a quelqu'un qui a levé la main, donc on va lui donner la parole dans quelques secondes. Avant ça, d'ailleurs, je vois que c'est Swazik. Swazik, vous nous avez envoyé un email. Je suis désolé, je n'ai pas lu votre question, mais je vais vous donner la parole tout de suite. Avant ça, parce qu'il y a des gens sur le Facebook Live aussi, et j'aimerais aussi pouvoir leur donner la parole. Donc, il y a Florent, qu'on connaît bien, qui le dit en cas de départ des USA et retour en France, quelles sont les solutions pour rapatrier les fonds en France? Alors, je pense qu'on a déjà répondu à la question pendant le webinaire. On va rappeler la réponse. Tout simplement, quand vous avez de l'argent dans votre 401K, si vous sortez l'argent, on a vu toutes les options. Si vous êtes déjà en France, vous avez 5 options à votre disposition. Si vous voulez transférer l'argent quand il sortira du 401K, vous pouvez le mettre sur un compte bancaire ici aux États-Unis et des États-Unis le transférer vers la France. Et vous avez 5 options pour le faire. Vous pouvez juste revoir le webinaire sur le replay. Désolé de l'avoir reposé, mais je pense que je l'ai reçu x15 ou x16 dans le Q&A, donc je pense que c'était bien de repasser dessus. Je voulais donner la parole à Swazik qui avait une question pour nous. On vous écoute, Swazik. Bonjour et tout d'abord, grand merci pour ce séminaire qui est très instructif. Mes connaissances sur la finance sont quasiment nulles, donc j'ai beaucoup appris. J'ai 61 ans, j'ai perdu mon emploi à cause du Covid. J'ai cotisé pour ma retraite en France, donc j'espère bien toucher ce revenu. Quelles sont mes meilleures options pour le 401k, sachant que, évidemment, je suis entre 2 chaises, c'est-à-dire je me dis, est-ce que je reste aux États-Unis en complétant, j'espère, ma retraite française par des revenus du 401k ou je rentre en France et je rapatrie tout. Mais pour cette partie-là, vous avez déjà répondu, je pense. Merci. Je vous en prie. Alors, c'est difficile de donner une réponse ou une recommandation que je ne ferai pas, puisque je n'ai pas une compréhension globale de votre patrimoine. Mais pour vous donner un petit peu des clés, si vous sortez tout l'argent du 401k maintenant, très probablement, ce ne sera peut-être pas la meilleure option, puisque vous allez vous retrouver dans un tax bracket le plus élevé possible. Si vous avez par exemple 200 ou 300 000 $, si vous les sortez d'un coup,
vous allez vous retrouver avec un impact fiscal élevé. Donc l'idée, ce sera de le sortir peut-être année après année. On verra, ça va dépendre de si vous avez d'autres sources de liquidité, si vous avez de l'immobilier, et ainsi de suite. Il faut prendre en considération l'ensemble de votre patrimoine pour prendre ces décisions-là. Mais maintenant, un des avantages que vous avez, c'est que maintenant que vous êtes parti de votre employeur, les options à votre disposition se sont multipliées. Maintenant, vous avez 5 options. Il s'agit d'analyser chacune et de trouver la meilleure option pour votre cas particulier. N'hésitez pas à m'envoyer un petit email ou prendre rendez-vous directement. Et ce sera avec plaisir de pouvoir faire une analyse et revenir vers vous avec les recommandations qui seront ad hoc à votre situation. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci Swazik, à bientôt. Ok, donc on va continuer, on a encore beaucoup de questions. Et du coup, la question de Swazik me fait penser qu'on avait reçu une autre question par email. Et les gens qui ont pris le temps de nous écrire un email, je veux toujours poser leurs questions. Et donc là, on a Jean-François qui nous demandait, il a travaillé aux US en contrat local pendant 4 ans. Il a transféré son 401K sur un IRA chez Chase. Et il voulait savoir, du coup, une fois de plus, maintenant étant résident fiscal en Espagne, est-ce qu'il aurait des coûts spécifiques sur les rapatriements ou quoi que ce soit? Est-ce que tu peux une dernière fois nous confirmer que c'est assez facile? Oui, tout à fait. En gros, là, par exemple, si vous sortez s'il sort la totalité des 12 000 $, pour l'année 2020, il sera redevable de l'impôt sur le revenu sur ces 12 000 $. Et s'il a moins de 59 ans et demi, il paiera 10% de pénalité liée à cela en plus. Et dès que l'argent est sur le compte aux US, il peut être transféré n'importe où dans le monde ou le laisser aux États-Unis. Maintenant, toutes les options sont à sa disposition. Ok, on va prendre encore 5 ou 6 questions et après on va devoir clôturer parce que ça fait déjà 1h30 qu'on est live. Et Alex a pas mal de choses à préparer. Pour ceux qui ne le savent pas, on a un assez gros salon qui arrive, pas ce week-end, mais le week-end prochain, sur comment améliorer sa vie aux États-Unis, comment bien vivre aux États-Unis. Et je vous invite à regarder la prochaine newsletter si vous souhaitez nous rejoindre sur ces webinaires qui vont aussi parler, entre autres, de retraite, fiscalité, mais tout un tas d'autres sujets assez larges. Je souhaite remercier French Morning pour l'initiative de ce salon. C'est avec plaisir qu'on est le sponsor principal du salon. Je vais notamment donner 2 conférences à cet effet. Un sur la gestion patrimoniale ici aux États-Unis et deuxièmement, peut-être vous donner des clés sur le credit score. Quels sont les impacts, qu'est-ce qui impacte le credit score, pourquoi c'est important, comment l'améliorer. Je donnerai ces 2 conférences à cette issue et n'hésitez pas à venir et regarder les autres conférences. Il y a également des conférences sur de nombreux sujets qui sont extrêmement intéressants. Je vous invite à nous rejoindre donc samedi prochain, le 12 septembre. Le 12 septembre, voilà, ce sera de 10h à East Coast, New York, de 10h à 17h. Alors, on prend 3 dernières questions et puis après on va clôturer, on va te laisser tranquille. Il y a une question de Dominique. Bonjour Dominique, ça fait longtemps, j'espère que vous allez bien, où que vous soyez, parce que je sais que vous avez pas mal voyagé ces dernières années. Que se passe-t-il pour les héritiers avec le système d'index annuity? Alors, excellente question. Donc, que ce soit les Index or Income Annuities. Alors, commençons par les Index Annuities. Tout simplement, il y a 2 options pour le Index Annuities. Donc, c'est-à-dire qu'en cas de décès, en gros, la question, en cas de décès, qu'arrive-t-il à l'argent? Donc, la plupart du temps, quand vous positionnez un montant dans un Index Annuities, par exemple 100 000 $, et qu'après, ça augmente et ça baisse au gré du marché financier, et ben, en cas de décès, généralement, l'héritier récupère soit la mise de base, soit un montant supérieur. Donc, généralement, vous couvre en cas de baisse, vous avez ce qu'on appelle le return on premium, ou si, par exemple, la valeur du compte est de 130 000 $, les héritiers récupèrent 130 000 $. Okay. Donc, je pense avoir répondu à la question. Donc, soit ce que vous avez dedans, soit plus, généralement dans le terme du contrat. Et pour les income annuities, là, ça commence à être intéressant également, il faut savoir que, à l'inverse du nom, c'est quand même une annuité, mais on n'annuitise jamais le contrat. À l'époque, on le faisait il y a encore 10 ans, etc. Et ça posait un impact potentiellement pour les bénéficiaires. Puisque si on annuitise le contrat et qu'on décède le lendemain, il n'y a plus rien pour les bénéficiaires.
Donc, c'est important de ne pas annuitiser le contrat et de prendre ce qu'on appelle le GWR, le Guaranteed Withdrawal Rate, c'est-à-dire ce revenu garanti pour le reste de notre vie, mais notre argent reste indexé sur le marché financier. C'est-à-dire que normalement, quand on est sur un 401K et qu'on a 401K et qu'on prend des revenus, par exemple 3% ou 4% chaque année, eh ben, on le fait, mais sans filet de sécurité. C'est-à-dire que si le marché perd et qu'on n'a plus rien dedans, on n'a plus rien dedans. C'est comme ça. Et on n'a plus que nos yeux pour pleurer. L'avantage d'y positionner un income annuity, donc rajouter ce saut de sécurité autour, c'est que maintenant, on va garantir 5% qui va sortir pour le reste de notre vie. Si le marché continue à augmenter, ben, on aura un montant encore plus supérieur. Mais si on enlève 5% et qu'il y a un crash, par exemple, et qu'à un moment donné de notre vie, eh ben, il n'y a plus rien dans le contrat, il y a zéro, ben, on continue à générer ces 5% pour le reste de notre vie tant qu'on est en vie. Alors évidemment, lors du décès, s'il n'y a plus rien dans le contrat, il n'y a plus rien. Pareil que dans un 401K, s'il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Mais un des avantages, toujours, c'est que tant qu'il y a de l'argent dans le contrat, de la même manière que dans un 401K, dans un income annuity, tant qu'il y a de l'argent, bah, cet argent passe aux bénéficiaires. Donc, si j'ai 300 000 $ dans le contrat, c'est 300 000 $ qui passent. Si j'ai 1 million, c'est 1 million et ainsi de suite. Ok. Bon, je crois qu'on va devoir clôturer parce qu'on a beaucoup de questions. Alex, est-ce que tu arrives à remettre un partage d'écran juste pour nous partager le QR code de tes rendez-vous? Ouais, le slide avec le QR code. Voilà, je suis désolé, je m'excuse auprès de tout le monde, mais on a encore, enfin, il y a des questions qui n'arrêtent pas de tomber et on pourrait continuer toute l'après-midi. Vous en faites pas, Alex ne va pas disparaître. Il a 2 conférences avec nous samedi prochain. Il est disponible. Vous scannez ce QR code, vous prenez rendez-vous avec lui. Vous en faites pas, il vous enverra pas de facture. C'est gratuit et il pourra vous répondre à vos questions. Il n'est pas tout seul, il a une équipe, donc ils peuvent répondre à toutes les questions sans problème. Alex, je te remercie encore d'avoir pris le temps. Cette présentation était très complète. Je pense que tu as vraiment répondu à l'essentiel. J'invite tout le monde à regarder le replay si jamais vous avez besoin de revoir des morceaux que vous avez ratés. J'ai vu qu'il y a pas mal de gens qui sont arrivés au milieu de la présentation. Donc, je vous invite à regarder à nouveau sur YouTube. Le replay sera en ligne dans l'après-midi. Et sinon, tout de suite, maintenant, vous pouvez voir l'intégralité en replay sur notre compte Facebook de French Morning. Je n'ai plus qu'à te remercier encore, Alex, et de te souhaiter un très bon week-end de Labor Day. J'espère que tout le monde va profiter de ce week-end prolongé. Merci Romain, merci French Morning et merci à tous ceux qui ont pu regarder ce webinaire en direct ou en replay. N'hésitez pas à me contacter, ce sera avec plaisir de pouvoir vous apporter une valeur ajoutée. Notre mission, c'est de permettre à la communauté française de pouvoir matérialiser le rêve américain et si on peut ajouter une pierre à l'édifice, ce sera avec plaisir. Excellente fin de journée, bon week-end et à très vite. Au revoir.